Monseigneur, Mesdames, Messieurs, je suis très content de participer à ce colloque du bicentenaire. Pour ne rien vous cacher, c'est notre ami Michel Moulinet qui m'a taxé d'un sujet sur lequel au départ je ne connaissais rien, mais qui m'a permis justement d'apprendre plein de choses qui m'ont paru intéressantes, que je vais essayer de vous communiquer, avec la difficulté, bien sûr, de parler juste après le repas, un excellent repas. L'heure de la digestion, ce n'est jamais très facile, mais avec des images, peut-être que ça passera un peu mieux. Donc, Monseigneur de Dreux-Brézé, l'aristocratie bourbonnaise, y a-t-il un réseau? Alors, comme vous savez, on l'a rappelé tout à l'heure, le premier évêque du nouveau diocèse de Moulins créé en 1822 fut Monseigneur Antoine de Pont de Lagrange. Un de ces prélats de souche nobiliaire qu'on nommait de préférence sous la Restauration. Le tableau que vous avez là nous montre qu'il était déjà un peu fatigué, mais on a appris tout à l'heure qu'il avait exercé jusqu'à 91 ans, ce qui est une excuse. Après 26 ans d'exercice, de 1823 à 1849, il allait avoir pour successeur, avec Monseigneur Pierre-Simon, passons au suivant, Louis-Marie de Dreux-Brézé, une personnalité plus aristocratique encore. N'était-il pas le fils de ce marquis de Dreux-Brézé, grand maître des cérémonies à la cour de Louis XVI, celui-même à qui Mirabeau, le 23 juin 1789, fit la célèbre réponse « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Voilà, ça vous situe un petit peu. Le choix en octobre 1849 de l'abbé de Dreux-Brézé, qui, pour avoir été très jeune vicaire général à Paris, était moins en faveur depuis 1840. Ce choix n'est pas étranger, bien sûr, à l'évolution conservatrice de la Seconde République, mais il doit surtout à l'insistance d'un ami, le comte de Falloux. Comme Dreux-Brézé allait rester dans le diocèse de Moulins jusqu'à sa mort en 1893, soit pendant plus de 43 ans, le Second Empire, puis la Troisième République ne tenant pas vraiment à promouvoir sur un siège plus important, quels que soient les succès de son action pastorale, un prélat très marqué, on va le voir, par des idées légitimistes, le diocèse de Moulins allait donc avoir, pendant 69 ans de suite, plus de 2/3 de siècle, un épiscopat hautement aristocratique. Alors on peut penser, bien sûr, que cela n'a pas été sans écho dans la région et que la noblesse locale en particulier a pu y voir une raison de plus d'apporter son soutien à des évêques en qui elle pouvait se reconnaître. Il ne faut pas pourtant systématiser l'engagement religieux de l'élite nobiliaire. Une partie, songeons par exemple à Lafayette, qui était le chef du parti libéral et par conséquent anticlérical, restait imprégné par la pensée des philosophes. Ce sont des gens qui meublaient leur bibliothèque des œuvres complètes de Voltaire. Voltaire qui est absolument le best-seller de l'époque dont nous parlons. D'autres nobles, d'esprit très gallicans, tels dans le diocèse voisin de Clermont, le comte de Montlosier, auteur de virulents pamphlets contre les jésuites, n'appréciaient pas du tout l'ultramontanisme d'emblée proclamé par Monseigneur de Dreux-Brézé. Et même avec des proches, comme le doyen du chapitre, Adrien de Cogny, qui a l'honneur d'un panneau dans l'exposition que vous verrez tout à l'heure, lui aussi de vieille famille légitimiste, on découvre des désaccords. Ainsi, pour la construction de la cathédrale, pour laquelle Dreux-Brézé aurait volontiers, pourquoi pas, rasé l'ancienne collégiale pour faire du néo-gothique sans doute, ce que Cogny réussira heureusement à empêcher, tout en regrettant, dira-t-il,
que le style du nouvel édifice n'est rien de vraiment bourbonnais. Sans doute aussi le nouvel évêque avait-il à s'intégrer dans un diocèse dont, au départ, les notables lui étaient largement étrangers, car si son prédécesseur venait de la proche Auvergne, lui avait ses racines en Anjou, et sa carrière jusque-là n'avait été que parisienne. Mais certes, on peut penser qu'en plus de 40 ans, il allait avoir tout le temps de faire mieux connaissance avec ses diocésains, et en particulier avec les nobles qui étaient nombreux. La difficulté pour nous est de repérer les liens souvent informels que le nouvel évêque allait pouvoir établir avec la noblesse locale. Une noblesse que le préfet du Second Empire, Jean Terre, en 1858, jugeait, je cite, « hautaine, peu généreuse », mais qu'il estimait, toujours je cite, « dirigée par son chef, Monseigneur l'évêque de Moulins ». Était-ce bien le cas ? Le chanoine Pelletier, dans sa biographie de Monseigneur de Dreux-Brézé, rééditée très heureusement par Daniel Moulinet, ne cite que 2 nobles vraiment intimes du prélat. Le baron Arthur d'Aubigny, qui sera un mécène très généreux, et surtout Louis Dubrow de Ségange, un pieux érudit dont les conseils étaient assez bien reçus pour qu'on les surnommait le grand vicaire laïque. Si nous connaissons fort bien, grâce en particulier aux articles de Daniel Moulinet, ce que furent les engagements politiques ou religieux de Monseigneur de Dreux-Brézé, une grande obscurité persiste sur ce qui ne relève pas purement de l'institutionnel ou des mandements pastoraux. Bref, sur ce qu'on ne trouve pas dans les archives officielles. Il faudrait, pour compléter, disposer d'une documentation privée, révélatrice d'entrevues, de réceptions, de ces liens dont témoignent les correspondances. Il faudrait connaître les souvenirs, publiés ou non, de familles nobles, évoquant leur rapport avec le prélat. Toute source, avouons-le, exigeant une érudition bourbonnaise très approfondie que ne peut avoir malheureusement un historien de l'extérieur. Alors que lui reste-t-il ? Peut-être d'abord ce constat que l'Allier semble être aujourd'hui le 2e département français pour le nombre de châteaux. Certaines communes, telles Provernay, Autry, Sarre, etc., en comptant plusieurs. Tous ces châteaux n'appartenaient plus sans doute, pour certains, depuis la Révolution, à l'aristocratie locale, mais la majorité étaient des résidences nobiliaires inséparables de ces domaines fonciers dont on a parlé ce matin, parfois très vastes, assurant le revenu de leurs propriétaires. Des propriétaires qu'on retrouve nombreux et parmi les mieux pourvus sur la liste des membres de la Société d'agriculture de l'Allier. Donc une noblesse locale particulièrement nombreuse, dont se détachent quelques noms plus illustres comme les Chabannes, les Bourbon-Busset, les Bourbon-Chalut. Une noblesse dont l'attachement à sa Provence et à tout un héritage culturel se manifeste entre autres par une présence croissante dans un groupement savant local, la Société d'émulation. Fondée en 1845, réunissant d'abord en nombre limité des érudits moulinois, mais qui va peu à peu attirer les hobereaux régionaux. Un dixième en 1882, les noms à particules finiront par y atteindre jusqu'à 30%. La liste des membres de cette société tendant à devenir un peu une sorte d'armorial de la province, avec comme président pendant très longtemps le comte Max de l'Étoile. Tandis que le groupement devient très significativement en 1892 Société d'émulation du Bourbonnais, référence donc à la province et non plus Société d'émulation de l'Allier. Nul doute que ce désir d'enracinement culturel n'ait eu son prolongement dans l'attention portée par ces nobles à l'église de leur village, qu'ils aideront souvent, on va le voir tout à l'heure, à restaurer ou à décorer.
non sans laisser leur nom ou leur blason sur ces vitraux. Dans leur souci aussi d'exercer certains patronages en accord avec le clergé, par le biais, par exemple, d'écoles religieuses plus ou moins financées sur leurs deniers. Dans tout cela, Monseigneur de Dreux-Brézé a pu trouver certain écho à ses visées pastorales, encore que celle-ci se situe d'abord à un autre niveau, privilégiant dès le début l'adoption générale de la liturgie romaine dans son diocèse et s'inquiétant de l'insuffisance des vocations religieuses, comme le montre ses tout premiers mandements. Au premier de ces buts, certains objecteront à l'époque le problème financier, un prétexte à ne rien changer aux rites locaux. On prétextera le coût d'acquisition de nouveaux ornements liturgiques et de livres assortis d'un guide du cérémonial romain. Réponse du prélat, je cite, « Nous nous confions que dans les paroisses pauvres, il se trouvera quelques âmes pieuses, zélées pour la beauté de la maison de Dieu et jalouses de contribuer à mettre son culte en honneur. Nous les conjurons donc de venir en aide à la pénurie des fabriques en les aidant à supporter les premières dépenses. » Mais qui, mieux que les riches propriétaires que sont les nobles locaux, serait à même de répondre à cet appel? Sans qu'ils soient plus précisément désignés, ce sont eux aussi qu'on devine en 1855 à travers la lettre au curé à l'occasion de l'œuvre des séminaires, qui insiste lourdement sur la nécessité d'un soutien matériel et financier. Je cite, alors c'est donc aux prêtres qui s'adresse, « Vous direz aux riches, avec ménagement et respect, mais cependant avec l'autorité que de votre ministère, et s'il le faut en mon nom et de ma part, que c'est déjà un assez grand malheur qu'ils ne donnent plus leurs enfants au sanctuaire, mais qu'au moins ils sont tenus de les racheter. » Alors là, il y a une comparaison très frappante avec le système militaire du remplacement. On pouvait acheter un remplaçant pour faire le service militaire quand on avait tiré un mauvais numéro. Ils sont tenus de les racheter et de les échanger contre des remplaçants qui combattent pour eux les combats du Seigneur, combats que la faiblesse des mœurs présente, plus que toute autre cause, les rend incapables de soutenir. Vous leur rappellerez que cette obligation ne souffre pas qu'on la décline, que s'ils pensent être libres de s'en exempter ou de les compenser par d'autres sacrifices plus de leur goût, assurément ils se trompent, et que c'est précisément sur ce point que la justice de Dieu, indulgente à d'autres égards, ne supporte pas d'être éludée. Singulière admonestation, vous le voyez, à l'égard d'une élite sociale, avant tout nobiliaire ici, jugée trop portée à une vie mondaine et à des dépenses sanctuaires, et qui laisse aux classes pauvres, essentiellement à la paysannerie, le soin de répondre aux besoins croissants du diocèse en prêtres. De fait, dans un autre document, l'ordonnance épiscopale pour l'établissement et la circonscription des doyennés, je ne trouve pas un seul curé doyen dont le nom s'orne d'une particule, a fortiori pour de simples desservants ruraux. Les rares nobles dans le clergé diocésain, vous en verrez quelques-uns sur les panneaux d'exposition, les rares nobles, eh bien, sont avant tout à Moulins, dans l'entourage direct de Dreux-Brézé, et beaucoup, comme l'abbé de Ségur, ou même le futur monseigneur de Cogny, qui était d'origine bourbonnaise, mais qui avait fait avant toute sa carrière à Paris, sont venus de la capitale à sa suite. Il en va de même pour le couvent de la Visitation, que l'évêque réussit enfin à ouvrir en 1876. Mais la mère fondatrice est sœur Isabelle de Chantal de Mendoza, c'est pas très bourbonnais, assistée de sœur Marguerite de Chantal de Devise, tout ça, ça vient d'ailleurs, qui lui succédera en 1888. Et sans doute trouverait-on la même origine extérieure chez les jésuites chargés du petit séminaire d'Yzeure, un établissement, on l'a dit ce matin, très contesté jusqu'à sa fermeture en 1880, établissement qui,
dès avant la loi Fallou, jouait largement le rôle d'établissement secondaire libre avec un recrutement jugé mondain par le préfet, d'élèves ne visant aucunement une carrière ecclésiastique. C'est pourquoi Monseigneur de Dreux-Brézé, conscient de cette désaffection, entend au moins trouver une compensation financière. Sa lettre très ferme au curé que je citais tout à l'heure s'accompagne d'un avis non moins directif. Je cite : « Un appel particulier sera fait chaque année à la foi et à la charité des principaux propriétaires de chaque paroisse. » Vous voyez donc à qui ça peut s'adresser. Pour cela, il est nécessaire qu'une liste exacte en soit tenue à l'évêché. Et chaque année, la liste alphabétique de toutes les personnes qui ont répondu à cet appel et le montant de leur offrande seront imprimés et distribués en même temps que le relevé des quêtes des églises. Autrement dit, une publicité qui devrait, si les gens veulent tenir leur rang, inciter à un minimum de générosité. Eh bien, c'est bien ce qui apparaît sur les relevés des dons faits à cette occasion, même si cette quête annuelle semble avoir cédé la place à des campagnes périodiques. Et c'est là aussi qu'un historien familier comme moi, de méthode un peu quantitative, ne pourra s'empêcher de compter, de répertorier les divers types de dons faits par les paroissiens au temps de Dreux-Brézé. Donc, l'abbé Daniel Moulinet a eu la bonne idée de relever sous l'étiquette laïca et de me communiquer. Quels sont donc ces dons? Comment évoluent-ils au cours de l'épiscopat et quelle part il y a la noblesse locale? Alors voilà un graphique, pas très rigolo, mais je pense suffisamment significatif. Vous voyez ces pointes extraordinaires, 1855, 1876, 1885, donc à peu près tous les 10 ans, de quêtes, en particulier pour les séminaires. Donc cette courbe vous montre qu'à part pas grand-chose avant Monseigneur de Dreux-Brézé, du temps de Monseigneur de Pons, ça n'a pas l'air de fonctionner beaucoup, ou alors c'est pas bien enregistré, je ne sais pas. Eh bien, on constate quand même que les laïcs en question, et si vous regardez ce qui est en hachure, ce sont les nobles, vous voyez qu'ils ont répondu à cet appel. Progressivement, ça s'élève en moyenne d'une dizaine de dons par an vers 1850 à une trentaine dans les années 1885-90, avec des pics spectaculaires que vous voyez, liés à de massives réponses aux demandes d'aide au séminaire. Dans ce total, les dons de nobles représentent en moyenne un peu moins de la moitié en nombre, mais si j'avais fait le même graphique avec le montant de ces dons, vous verriez que ça serait la quasi-totalité, car aux quelques francs que pouvaient donner les paroissiens ordinaires s'opposent les libéralités parfois considérables de ces nobles. En 1855, par exemple, où sur 165 donateurs, on compte 87 noms d'apparence nobiliaire. Alors, je vous dis tout de suite, je n'ai pas fait des études précises pour savoir si c'était des nobles authentiques ou pas. J'ai pris tous ceux qui ont une apparence nobiliaire d'après leur nom, avec une particule ou un château à côté. Ce ne sont peut-être pas toujours de vrais nobles, mais enfin, je les compte quand même comme ça, puisque eux-mêmes se font passer pour. En 1855, 87 noms d'apparence nobiliaire, dont 26 assortis de titres de comte, baron, marquis, etc. Eh bien, la comtesse et la marquise de Chavagnac offrent chacune 100 francs, le marquis de Chabannes 200 francs, et la marquise de Dreux-Brézé, c'est vrai que c'est la mère de l'évêque, 500 francs. 500 francs or, c'est une somme considérable pour donner à la quête, quand même. Hein. Si la souscription pour les séminaires est la mieux honorée, malgré son rythme épisodique, elle représente 46% des dons nobiliaires pour l'ensemble de l'épiscopat,
et répond ainsi au vœu principal du prélat, on ne saurait pour autant négliger d'autres destinations de ces libéralités aristocratiques. Certaines relèvent d'une piété ou d'une charité traditionnelle, comme pour des fondations de messe, il n'y en a pas beaucoup, ou des dons aux pauvres de la paroisse. Ajoutons-y aussi quelques fondations d'écoles libres où l'on entretiendra quelques religieuses enseignantes. C'est ainsi que la comtesse de Lamberty fonde une école de filles à Estivareille, ou le comte Riant une école de garçons à Vieur. Et à une autre échelle, la comtesse du Couëlin fait don du pensionnat de la Madeleine à Moulins. Le comte Robert de Bourbon-Busset fonde le collège de Bellevue à Yzeure. En attendant qu'en 1893, le baron d'Aubigny ne mette à disposition du diocèse le domaine du Réret pour servir de petit séminaire. D'autres libéralités concernent l'église du village ou son presbytère, dont on fait don à la paroisse, parfois d'ailleurs peut-être pour faire oublier une fâcheuse acquisition comme bien national au temps de la Révolution. Ça arrive aussi. On a vu que les nobles aussi avaient participé à ces achats. Sur l'ensemble de l'épiscopat, 25 donations nobiliaires ont pour but de réparer ou reconstruire l'église voisine du château. Alors un exemple à Charmeil, près de Vichy. Vous apercevez sur cette lithographie le château à gauche et à droite la silhouette de la chapelle du château. Eh bien, à Charmeil, le marquis de Monténard finance la construction de la nouvelle église paroissiale qui sera construite comme par hasard tout près du château, presque à l'écart du village dont elle est séparée par la route nationale. Un bien plus grand nombre de dons visent à décorer l'église. Des statues, des fonds baptismaux, mais surtout des vitraux. Quelques 20% des dons nobiliaires concernent en effet ce poste, plus spectaculaire sans doute et plus personnalisé aussi. Peu fréquent encore dans la première décennie de l'épiscopat de Monseigneur de Dreux-Brézé, ce type de donation de vitraux explose littéralement dans la seconde moitié, avec près de 50 cas, avant de se maintenir à une trentaine jusqu'en 1893 et de continuer au-delà. Une étude iconographique de ces verrières que je pense notre ami Moulinet nous sortira un jour, car il a fait là-dessus une enquête particulièrement abondante dont il m'a prêté un certain nombre de photos. Une étude iconographique montrerait sans doute un lien préférentiel de ces vitraux avec telle ou telle dévotion, en particulier le Sacré-Cœur. Alors, par exemple, à Courcey, vous avez à gauche la statue du Sacré-Cœur, bien sûr, et à droite, le blason des donateurs. À Couzon, on a carrément présenté la religieuse de Paray, Marguerite Marie à la coque, découvrant le Christ avec le Sacré-Cœur. Donc vous avez comme ça plusieurs dévotions qui sont, voilà, la voilà en plus grand. C'est parfois le saint patron de la paroisse, sinon du châtelain lui-même. Alors là, vous avez un Saint-Jean à Bressolles qui doit certainement avoir quelques rapports avec le prénom du châtelain local, à moins que ce soit bien sûr le patron de la paroisse, je n'en sais rien. À Bellerive, vous avez un Saint-Matthieu de la même façon. Ne négligeons pas non plus le choix, pas tout à fait innocent, de Saint, voilà Bellerive, que je vous annonçais un petit peu prématurément. Ne négligeons pas le choix moins innocent de saints ayant une signification monarchique ancienne. On trouve un assez grand nombre de vitraux avec Saint Louis, comme vous le voyez ici. Il y a même un Saint Charlemagne à côté qui est plus rare et plus inattendu. Mais si vous regardez à Chantelle, outre Saint-Louis qui est au milieu,
Celui qui est à gauche, c'est Saint-Henri. Or, ce n'est quand même pas tout à fait le hasard, car c'était le prénom du comte de Chambord, prétendant légitimiste. Bornons-nous, en tout cas, ici, à relever, inscrit au bas de ces vitraux, le nom des donateurs. Alors, c'est parfois le nom carrément, comme à Brouvernay, vous le voyez, monsieur, madame de Boulet-Luisan. À Brou encore, une autre famille. Et puis à Charroux, de façon assez surprenante, regardez ce médaillon avec le nom carrément de Dreux-Brézé, écrit bizarrement d'ailleurs. Alors, comment ça s'est fait au juste? On ne sait pas très bien. Est-ce qu'il a donné de l'argent? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le nom de Dreux-Brézé qui apparaît en bas du vitrail. Dans d'autres cas, ce sera en rapport avec les circonstances. À Avermes, outre le blason avec ses 3 croix, vous voyez en dessous, 1870, c'est une sorte d'ex-voto, vu que le diocèse ou le département a été épargné par l'invasion prussienne. Autrement dit, il y a à travers ces vitraux une façon d'affirmer le lien avec le village et le traditionnel tutorat social et religieux de la noblesse. Alors il y a aussi bon nombre de vitraux, il faut bien le dire, sans origine nobiliaire, qui sont le don du curé local, d'une association pieuse ou de quelques familles aisées. C'est le cas par exemple en 1874 pour la nouvelle église de Saint-Rémy en Rollat, faute sans doute de nobles dans la commune. À l'inverse, une concentration de vitraux nobiliaires s'affirme dans certaines parties du diocèse, comme le montre un essai de cartographie. J'ai essayé de placer sur la carte de l'Allier, avec des petits V que vous voyez, les paroisses avec des vitraux donnés par des nobles. Et l'on voit apparaître ainsi une densité particulière dans le cœur du Bourbonnais, la région de Souvigny et Moulins, ou Neuilly-le-Réal, avec une présence exceptionnelle dans la ville même de Moulins, qu'on ne retrouve pas dans les autres agglomérations du département. On relève en effet pour les vitraux de la chapelle de l'hôpital à Moulins en 1856 les noms de Bourbon-Chalut, Bourbon-Busset, de Cogny, de Chavagnac, etc. Et pour les verrières de l'église du Sacré-Cœur, en 1863, ceux des familles de Moreau, de Lavore, de Chacaton. Mais d'autres secteurs se distinguent aussi, vous voyez, au-delà de Montluçon, dans la montagne bourbonnaise, le long de la vallée de la Sioule et même un petit peu dans l'Est aussi, avec des exemples de concentration particulière. À Couzon, par exemple, on a plusieurs vitraux donnés par des familles nobles, avec ici, vous le voyez, une annonciation, une sainte famille, et en bas, toujours les blasons de ces familles aristocratiques. Un exemple le plus frappant, c'est Autry-Issard. Il y a plusieurs châteaux. On a l'impression qu'il y a une émulation entre les familles à qui donnera des vitraux. Et quand l'une en donne un, l'autre arrive aussitôt avec son autre vitrail. Alors, vous avez toute une série de vitraux intéressants avec, vous le voyez ici, donc Autry-Issard, avec le blason, la devise nobiliaire, etc. Toujours Autry-Issard, un autre avec une ascension, toujours le blason. Encore un autre à Autry-Issard avec une annonciation. Et puis encore un autre, toujours à Autry-Issard, avec une Immaculée Conception. Autrement dit, c'est une sorte de course entre les hobereaux du lieu à qui décorera le mieux son église. Pourquoi pas? Un dernier exemple de ces dons aristocratiques, je terminerai là-dessus, c'est la place relativement considérable, 16% quand même sur le long terme, accordée à ce qu'on appelle des permissions de chapelle. Alors, quelle chapelle? La chapelle du château, ou encore dans le cimetière voisin,
ces monuments funéraires qui dominent de très loin les autres avec une vague apparence néogothique, souvent celle d'une chapelle, où l'on retrouverait les noms de ces hobereaux. Est-ce l'indice d'une piété particulière ou d'un désir de maintenir par là une sorte de privilège ancestral? Monseigneur de Drebrézé, dont je vous donne la photo par Nadar pour finir, lui-même issu de la haute aristocratie dont il connaissait mieux que personne les usages traditionnels, les aspirations profondes et les limites, aura au moins trouvé dans la noblesse bourbonnaise un type de soutien qu'il était pleinement en mesure de comprendre, mais en même temps, je crois, de relativiser. Merci.